Anna Colin-Lebedev, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes maîtresse de conférences de sciences politiques à l'université de Nanterre, Paris-Ouest, je ne sais plus comment on dit maintenant. Paris-Nanterre. Paris-Nanterre. Et vous travaillez donc sur la politisation et la contestation en Russie et en Ukraine. On vous connaît entre-temps parce que au début de l'invasion russe, de la Russie de Poutine contre l'Ukraine, le 24 février de cette année, enfin pas au début mais pas loin, eh bien on vous avait demandé de nous aider à identifier les chercheuses et les chercheurs sur le monde russe et ukrainien en leur posant une question simple, qu'est-ce que ça vous fait la guerre? Et vous nous aviez très généreusement, comme vous le faites depuis lors, sur les réseaux et ailleurs, et aussi dans un livre dont on va parler, mais je voudrais parler de la manière dont une historienne comme vous, politiste de formation, mais qui fait de l'histoire aussi, eh bien justement est affectée par les événements en cours. Et la question, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça fait à votre objet de recherche? Eh bien, on avait simplement envie de vous la poser. Et là, ça dure. Hein. Nous enregistrons là le mardi 11 octobre 2022. C'est long, ça s'inscrit dans la durée, y compris pour vous qui devez, c'est de ça dont on va parler, doser votre rapport aux médias, loger votre activité de chercheuse au long cours, inévitablement, dans un temps voilà, heurté qui est celui de l'actualité. Comment ça va? Aujourd'hui, l'installation de la guerre dans la durée provoque des effets, bien évidemment, parce que si dans les premiers mois, on a l'impression que la routine est abolie, hein, tellement l'intensité de ce qui arrive est forte, tellement la demande de la société, alors pas seulement des médias, mais aussi des institutionnels et puis des personnes autour est forte sur le décodage, mais aussi des demandes d'aide, hein, tout simplement. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est à la fois dedans en tant que professionnel, mais on est aussi dedans en tant que personne qui connaît des Ukrainiens et qui a besoin de mettre en place des dispositions, vérifier que les gens sont vivants, qu'ils sont là, les aider à bouger, etc. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'installe et il faut trouver déjà la force de considérer que ce n'est pas une routine, mais en tout cas que c'est une sorte de nouvelle normalité anormale et trouver un moyen de naviguer là-dedans. Et je dirais que le défi est d'une autre nature que de se prendre en plein fouet l'invasion, mais il est d'une intensité, je pense, équivalente. Notre revue s'appelle Entretemps et il me semble que cet entretemps est un moment dangereux. C'est-à-dire le moment où on risque de s'y habituer. Où on a effectivement, sinon des habitudes ou des routines, comme vous l'avez vu, vous l'avez dit, du moins des régularités, du moins voilà, donc il y a une sorte de roulis sonore, de ronron, de bruit de fond sur des plateaux télé. Alors faut-il y aller? Faut-il ne pas y aller? Faut-il laisser justement les experts de plateaux ronronner ou briser par une autre parole ce bruit de fond? C'est une question, c'est le laboratoire des cas de conscience, au fond, pour vous et pour bien d'autres qui avaient une autre parole à faire entendre, celle des sciences sociales, y aller, ne pas y aller, dans la durée. Vous arbitrez ça presque, j'allais dire, tous les jours. Oui, alors c'est vrai que ça s'inscrit pour moi dans un temps un petit peu plus long que celui qu'on a l'habitude de voir par rapport à cette guerre, dans la mesure où je travaille sur cet objet depuis 2014. Voilà. Depuis 2014, il y a une guerre qui est conduite, cantonnée initialement à une région de l'Ukraine, qui est la région Est, et que je suis depuis son début, avec notamment une interrogation sur les combattants des deux côtés de la ligne de front. Alors quand on travaille sur les combattants, la routine n'est quelque part jamais installée, hein. C'est-à-dire que la guerre est là en permanence, hein. Et les personnes que l'on rencontre et les personnes que j'ai interrogées dans le cadre de ces recherches en amont de l'invasion de février 2022, eh bien tous racontent une guerre qui est en cours pour eux, même s'ils l'ont quittée, hein. Et donc d'ailleurs ça c'est un de mes objets de recherche actuels. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette
entre-guerres. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode entre 2014, l'annexion de la Crimée, et aujourd'hui la guerre de haute intensité, et notamment comment est-ce que la population, qu'est-ce qui s'est transformé dans le rapport de la population à l'État, dans le rapport des combattants en fait, à leur mission, dans le rapport des civils au potentiel d'une guerre qui redémarre, etc. Donc j'essaie de saisir cet entretemps-là également. Donc pour moi, ça a commencé disons, dans la présence dans l'espace public. Ça a commencé en 2014 avec un ronronnement qui était, je dirais, encore plus ronronnant. C'est-à-dire que l'intérêt pour ce qui se passait en Ukraine était cantonné eh bien, aux journalistes qui étaient sur le terrain. Alors c'est assez étonnant pour moi de percevoir en fait le décalage entre la vision qu'a le grand public de la couverture de la guerre en Ukraine pendant ces années-là et la vision que moi je peux avoir. C'est-à-dire que moi j'ai en tête les grands reportages qui ont été produits entre 2014 et 2022. Et il y a eu des choses extrêmement fines, très bien documentées, produites par les journalistes, avec lesquelles on a coopéré. C'est-à-dire que voilà, quand le plateau télé ne s'intéresse pas beaucoup entre 2014 et 2022 à ce qui se passe dans le Donbass, mais les journalistes de la radio, les journalistes de la presse écrite s'y intéressent. Il y a un travail de fond. Il y a un travail de fond qui est mené, et il y a un travail de fond qui est mené avec les chercheurs. C'est-à-dire qu'on se connaît, ça devient un réseau également, et dans ce réseau, on échange. C'est-à-dire qu'on échange à la fois parce que nous, on a un accès limité au terrain, et que donc on va être très, très friand de tout ce qu'ils peuvent nous ramener comme impression, parce qu'ils commencent à connaître le terrain, comme récit également de ce qu'ils couvrent. Et eux, ils auront besoin de notre mise en perspective, ils auront peut-être besoin aussi de concepts qu'on peut leur proposer pour décrire ce qu'ils observent, notre désaccord avec certaines de leurs observations. Et donc cet échange-là n'a cessé de se poursuivre. Ça s'est poursuivi tellement qu'à un moment donné, aux alentours de, si je ne me trompe pas, 2016, avant 2017, on avait déposé un projet de recherche sur l'enquête dans le contexte d'un conflit armé conjointe chercheurs-journalistes, avec l'idée à la fois d'institutionnaliser le travail en commun, mais aussi de s'interroger sur ce que chacun en fait sur ce terrain-là et avoir un petit pas en arrière et un recul par rapport à nos pratiques de terrain. C'est une problématique qu'on avait vue à l'œuvre aussi en Afghanistan notamment, et c'est vrai que c'est une occasion pour nous de réfléchir à cette solidarité de désarroi au fond entre les journalistes et les chercheurs quant au régime de vérité, quant au processus d'enquête. Et effectivement, vous êtes embarqués, si j'ose dire, depuis bien longtemps, alors même avant 2014, puisque votre livre est paru aux éditions de l'EHESS en 2013, c'est ça, donc avant l'annexion de la Crimée, et c'était, son titre c'est Le cœur des mers, c'était justement sur cette première génération combattante des Russes qui étaient partis, et des mères qui d'une certaine manière étaient dans un rapport ambigu aussi avec ce souvenir de la guerre. Il ne faut pas projeter, et on va y revenir, nos habitudes ou nos réflexes, se dire les mères vont être contre la guerre, pas toujours. Donc là, vous étiez déjà, je dirais, préparé, j'allais dire aguerri, à accueillir, je dirais, des sentiments contradictoires et un peu durs aussi quant au rapport entre la mort, l'amour, la guerre. Oui, absolument. Alors c'est vrai que cette ambiguïté et ce caractère extrêmement composite du rapport du russe ordinaire à la violence d'État, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que cet envoi à la guerre n'est quasiment jamais volontaire, sauf dans une moindre mesure pendant la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Ce sont des conscrits qui sont envoyés, ensuite ce sont des soldats sous contrat qui sont envoyés, mais qui ne sont pas envoyés parce qu'ils demandent de partir à la guerre pour défendre leur terre. Donc il y a quand même une violence et un risque vital imposé par l'État, et les citoyens composent avec ça et je dirais replacent ça aussi dans des modes d'action et d'interaction avec un État potentiellement oppresseur, potentiellement meurtrier, qu'ils ont développés depuis des décennies également. Et ces modes d'action très particuliers, je les ai observés en Russie à partir des années 1990. Mon enquête sur les mères de soldats en Russie est portée sur la période 90-2010.
Et puis je retrouve un certain nombre de régularités aujourd'hui dans la manière dont la société russe réagit à cette nouvelle guerre, et notamment dans la phase que nous observons au moment où nous parlons, la phase de la mobilisation, où on demande à nouveau, en fait, on prend à nouveau des hommes qu'on envoie se sacrifier sur une guerre dont ils n'identifient pas complètement les enjeux. Donc c'est vrai que alors, cette expérience-là m'a aidé à, je dirais, replacer cette guerre déjà dans une certaine continuité. Il faut aussi dire que ça m'a donné, de manière très bête, une familiarité avec un certain nombre d'éléments liés à la chose militaire. C'est ça. C'est-à-dire que oui, je suis une sociologue qui travaille, une sociologue qui fait de la sociologie politique, qui travaille sur les protestations, mais mon objet était quand même beaucoup lié à l'armée, et notamment à la dimension gestion humaine d'un conflit armé. Et donc c'est vrai que quand ça arrive, je dirais que j'ai des clés à ce moment-là qui ouvrent quelques petites portes en plus, et qui font que peut-être que je suis un petit peu moins civile. Je reste quand même une sociologue très civile, mais un peu moins civile que beaucoup de mes collègues. Je comprends, et en réalité c'est ça qu'on va retenir, qu'on va sentir aussi dans vos différentes prises de position, puis dans vos publications, jusqu'au dernier livre dont on va parler, hein, Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, paru au Seuil, mais paru au Seuil effectivement à l'issue d'un processus de publicisation dont j'aimerais qu'on détaille les modalités. Donc c'est très intéressant de considérer que pour le grand public qui vit évidemment un rapport au monde à éclipse, qui se souvient et oublie, qui s'indigne et qui s'habitue, ben, évidemment il ne comprend pas qu'il y a des gens qui sont, ben, je reprends votre mot, aguerris, hein, voilà, c'est-à-dire des soldats. Pour eux, effectivement, ça dure depuis longtemps, ou des résistants, dans le cas de la guerre de Crimée, des journalistes, des informateurs et des chercheuses et chercheurs comme vous qui se connaissent, et d'une certaine manière, quand ça repart, ben, c'est un réseau dormant. D'une certaine manière, vous vous retrouvez, vous vous téléphonez, et vous avez un coup d'avance quand même. Oui, sans doute. C'est-à-dire qu'on a eu... Alors, le choc, personne n'y a échappé. Hein, personne n'y a échappé. Et vous-même, vous n'y croyiez pas tout à fait à la Alors, ce n'était pas une question de croyance, et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai outil heuristique, la manière dont on peut se tromper en fait dans notre anticipation de ce que va faire ou ne pas faire le pouvoir russe. Et à plusieurs reprises, je m'interroge sur ces erreurs d'interprétation qu'on fait et pour quelles raisons on les fait. Hein. Je pense que c'est assez riche, mais je dirais, j'ai fait partie de la très grande majorité des analystes qui n'ont cessé de dire jusqu'à l'invasion du 24 février 2022 que le pouvoir russe n'avait aucun intérêt à déclencher une guerre de grande ampleur contre l'Ukraine. Aucun intérêt en termes de ses chances de succès, aucun intérêt en termes de politique interne, aucun intérêt en termes économiques et aucun intérêt en termes d'influence internationale. Mais donc ça, en fait, et c'est absolument vrai. Et ça, c'est d'ailleurs absolument vérifié. Voilà, et donc ne pas raisonner, ne pas réfléchir en termes d'intérêt comme seul outil de décryptage de la politique menée par la Russie est assez utile. Mais il est vrai que dans la mesure où on était dans ce raisonnement-là, plus d'autres éléments jusqu'à l'invasion, et au matin de l'invasion, je dirais, personne n'a échappé au choc. On a eu vraiment un moment d'autant plus fort que nous étions dedans et que dans les semaines qui ont précédé, j'étais quand même déjà beaucoup sollicitée par les médias avec toujours la même question, attaquera pas. Hein, ça c'était vraiment, c'était dans l'air et j'étais déjà prise là-dedans. Et c'est par les médias que aussi, je dirais, la nouvelle de l'agression m'est venue, c'est-à-dire à 5 h du matin, j'ai eu le malheur de regarder mon téléphone et de voir 15 appels en absence de journalistes. Et pour moi, c'est devenu limpide immédiatement. Alors tous, en fait, et je parle aussi bien de collègues que de journalistes qu'on connaît bien et avec qui on échangeait sur le terrain, on a eu 24 heures d'immense désarroi. On a tous beaucoup pleuré. On a échangé en disant, voilà, qu'est-ce qui t'arrive actuellement? Je pleure. Pendant 24 heures, nous avons tous pleuré. Moi, en l'occurrence, le matin de l'invasion, j'avais un cours en amphi de sociologie des médias.
Et donc, voilà, avec une collègue, ma collègue Yulia Choukan, qui est aussi très active, dont l'objet de recherche est également cette guerre et avec qui on collabore beaucoup. On s'est retrouvés à 9h du matin sur le campus avant nos cours. Elle aussi, elle devait partir en amphi. On s'est prises dans les bras, on a pleuré, on est partis en cours chacune de notre côté. Et puis après, ensuite, très vite, effectivement, on est comme selon le terme que vous avez utilisé, on est aguerri. Et donc, il y a une mécanique qui se met en place parce que le besoin de décodage devient immense. Et de décodage qui vont au-delà, bien évidemment, de notre champ de compétences. Et qui vont surtout au-delà du champ de compétences qui est valorisé dans notre travail académique. J'ai tendance à dire que pour ceux qui travaillent sur les sociétés post-soviétiques, tout comme sur d'autres pays, disons, extérieurs à la France ou à quelques pays autour de la France, on a à la fois une compétence thématique, donc pour ma part, par exemple, la question de la protestation et des conflits armés, qui est celle que je peux valoriser dans le monde académique, qui est celle qui me permet de conceptualiser, qui est celle qui me permet d'avoir des publications qui me donnent une statue, une reconnaissance auprès des collègues. Et puis d'un autre côté, il y a cette compétence de zone, c'est-à-dire comprendre des logiques non seulement vraiment propres à un événement, mais de manière générale pouvoir balayer assez largement les questions qui concernent la société politique, économie russe et ukrainienne, voilà, et puis quelques autres pays pour certains autres, qui sont des compétences totalement dévalorisées en revanche auprès des collègues. C'est considéré comme des area studies. En France, c'est un domaine qui ne peut pas être, voilà, qui n'a pas de reconnaissance, et notamment pas en sciences politiques. Le nombre de fois où j'ai entendu des collègues dire non mais on va quand même pas faire des area studies, voilà, ce n'est pas perçu comme un objet légitime, justement parce que très peu conceptuel et assez généraliste, pas suffisamment pointu. Mais en l'occurrence, c'est de ça que les autres acteurs de la société ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on tisse les fils entre notre petit objet de recherche et surtout tout ce qu'il y a autour. Toute cette mise en contexte, alors effectivement qui peut être historique, qui peut être politique, qui peut être économique, qui peut renvoyer un peu à l'anthropologie, qui parfois peut renvoyer un peu à la psychologie. Mais là, alors moi, quand j'arrive dans cette zone-là, je me dis, je n'ai vraiment plus les compétences. J'utilise ce que font les collègues et qui permettent de répondre à ces questions très diverses qui se posent, par exemple, dès le début de la guerre. Et dès le début de la guerre, il y a vraiment une multitude de questions qui sont a priori en dehors de ma zone de compétences thématiques qui vont m'être adressées. Oui, et à ce moment-là, vous y répondez de plusieurs manières. Donc, on a compris, il y a vos livres, il y a vos étudiants, il y a vos publications, il y a vos programmes de recherche, mais il y a aussi à ce moment-là un compte Twitter qui est très suivi, parce qu'on sait qu'on peut y trouver des informations solides, parce que vous allez effectivement partager avec beaucoup de générosité, de sobriété, de calme et de sang-froid. Moi, c'est ça qui m'a frappé d'emblée, ce que vous savez et ce que vous sentez. Bon, c'est pour ça que je me permettais de dire sans s'apitoyer comment ça va, qu'est-ce que ça vous fait, parce que même si on est dans un programme strict de sciences sociales, on se doit aussi de prévenir celles et ceux qui nous feront confiance sur comment ça nous affecte, en quoi ça nous affecte. Voilà, vous avez des amis, vous êtes inquiète, c'est votre terrain, c'est bien vilainement dit. Ça veut dire aussi qu'il y a tout un mélange d'inquiétude, de colère, aussi d'amertume par rapport, on en avait déjà parlé, à une ère, enfin je veux dire un monde, c'est les mondes russes, qui est souillé, enfin qui est insulté, qui est, enfin je veux dire, bon alors là effectivement la Russie est au banc des nations. On peut remarquer quand même que dans l'histoire il n'y a pas beaucoup de nations qui sont aussi rapidement et aussi radicalement bannies que la Russie, donc ça fait mal quand même. Je veux dire, quand on aime cette langue, quand on aime ce monde, ça fait mal, j'imagine, de le voir ainsi, voilà, oui, je ne peux pas dire autrement, sa vie souillée. Ça fait extrêmement mal, et ça fait mal depuis plusieurs années. C'est-à-dire que cette descente qui est devenue vertigineuse dans ces derniers mois,
elle a été progressive depuis un moment déjà, hein, et non seulement au niveau de la répression politique, du fonctionnement politique, mais aussi de ce que l'on sentait de plus en plus chez nos interlocuteurs, une intolérance qui monte, une xénophobie qui s'installe, une homophobie qui devient apparente dans l'espace public, tout un tas de petits détails comme ça qui font que, en fait, ceux qui nous étaient proches, la communication devient de plus en plus difficile, puis devient insupportable. Et en fait, c'est vrai que c'est très grandiloquent, je pense, de dire ça, mais ma compétence professionnelle a été quelque part le meilleur rempart contre cette amertume. C'est-à-dire que pour un chercheur et pour un sociologue, c'est particulièrement clair, la monstruosité n'est pas une option. C'est-à-dire déclarer que l'autre est monstrueux, c'est se refuser en fait à analyser, expliquer, comprendre. Et donc en fait, dans la démarche compréhensive qui est la nôtre et qui est la mienne comme méthode de recherche, eh bien je dirais quelque part c'est devenu une méthode d'auto-sauvetage également. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je m'interroge sur le processus, les raisons, les dynamiques mentales, la succession des événements qui ont amené tel Russe à réagir aujourd'hui de la manière dont il réagit. Et ça inclut Vladimir Poutine, bien évidemment, mais je passe très peu de temps, en réalité, sur les logiques de Vladimir Poutine. Ce qui m'intéresse, c'est des dynamiques sociales qu'il y a, alors qu'il porte, qu'il y a devant lui, qu'il y a à l'extérieur de lui, ça c'est d'autres questions. Donc en fait, vous voyez, chercher à comprendre, chercher à expliquer. Je me suis retrouvée à échanger dans une émission récemment avec un écrivain qui vient de produire un texte extrêmement poignant sur la réaction des Russes dans cette guerre, qui est Yegor Gran, voilà, qui a publié un petit livre qui s'appelle Z comme zombie. Et ce livre est un cri d'effroi, vraiment un cri d'effroi face à la monstruosité de ce qu'il perçoit en fait chez ceux qui étaient ses interlocuteurs du quotidien. Il a été cherché dans le dark net, ce qu'il y avait. Voilà, il a été cherché, mais je dirais le dark est remonté à la surface, assez rapidement. Et j'ai senti dans ce texte, et dans l'échange que nous avons eu, à quel point c'était absolument insupportable et insoutenable pour lui. Et je dirais que ce qui m'a rendu les choses supportables et soutenables, c'est que, voilà, à la fois, je dirais, ma connaissance du terrain, mes liens personnels au terrain, effectivement, vilain mot, mais aussi ma démarche de recherche m'ont permis de continuer à voir l'humanité dans chacun des choix qui ont été faits. Voilà. Oui, mais c'est marrant, c'est amusant, pardon, parce que on n'a pas, ce n'était pas prémédité, mais quand j'ai lu ce livre de Yegor Gran, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir ce que Anna Colin-Lebedev en pense, parce que là, il y a une sorte de noirceur, enfin de désespéré, qui est d'ailleurs liée à son histoire personnelle aussi, alors que chez vous, d'une certaine manière, nous avons aussi, entre-temps, rencontré Zrinka Stahuljak qui nous parlait des fixeurs au Moyen-Âge, mais elle-même a été fixeuse sur une guerre, la guerre de l'ex-Yougoslavie. Et ça me fait penser à ce rapport qui est, au fond, la question, presque une camaraderie quand même, entre journalistes, chercheurs sur des terrains de guerre. Ça me fait beaucoup penser, ce que vous dites, à un photographe de guerre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a quand même la bonne distance, ou en tout cas, c'est une façon pour les photographes, ils le disent tous, de faire écran. Et vous, encore une fois, je ne vais pas faire trop de compliments, mais c'est ça qui m'a intéressé, et c'est ça qui nous a amené aussi à travailler ensemble. C'est que ce que j'ai trouvé tout à fait poignant, symétriquement poignant par rapport à Yegor Gran, c'est que vous aviez une sorte d'autocontrôle, y compris sur vos fils Twitter, où jamais on pouvait, d'une certaine manière, vous soupçonner d'être excité par l'odeur de la poudre. Voilà. Ce qui est toujours la question à se poser avec un reporter de guerre. Est-ce que ça l'excite? Est-ce qu'il est... Voilà. Est-ce que cette intensité-là lui fait quelque chose qui peut le mettre ailleurs que dans l'humanité? Et vous, non, je crois pas, jamais. Je pense être en guerre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la vie que je vis aujourd'hui fait partie des lignes de front qu'il y a dans cette guerre, mais je dirais que le rôle que j'y remplis est celui de beaucoup d'autres professionnels. C'est-à-dire que ce qui fait tenir,
c'est de continuer à faire quelque chose qu'on pense être utile. Et je dirais que mon émotion personnelle est totalement inutile à cette étape. Si un jour j'écris un livre qui sera davantage de l'ordre de la fiction ou de l'ordre personnel, là, là, mon émotion par rapport à la guerre aura sa place et pourra se déployer. Mais là, ce n'était utile à absolument personne, mis à part à mes proches, bien évidemment. En revanche, ce que je pouvais donner comme éclairage, j'ai senti son utilité. Et j'ai senti son utilité très vite. C'est-à-dire que la mayonnaise est montée extrêmement vite. Hein. Les journalistes avaient besoin d'angles nouveaux qui les fassent sortir de l'angle proprement militaire ou géopolitique. Mais des lecteurs aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que sur mon fil Twitter, il y a eu des lecteurs qui étaient juste des personnes qui cherchaient à comprendre. Et donc en fait, je me suis rendu compte que je faisais quelque chose qui dans cette guerre avait une utilité. Et dans cette guerre, ça avait l'utilité d'expliquer et d'être entendable. Je pense que si l'émotion permet de créer une relation entre celui qui l'émet et celui qui reçoit, mais ça discrédite également le message du messager. Hein. Ouais. Alors que moi, j'ai toujours voulu, mais aussi parce que c'est ma posture, de tenir sur cette ligne de crête qui est de pouvoir être entendable de tous. Hein, et de raisonner à partir de choses que l'on sait, ou quand c'est une hypothèse que l'on fait, de bien indiquer qu'il s'agit d'une hypothèse. Ça a rendu mes fils assez ennuyeux pour certains. C'est-à-dire que je pense que ils étaient longs, sérieux. Ils étaient longs, ils étaient sérieux. Ça a fait partir les trolls. Les fils longs et sérieux n'ont pas intéressé les trolls. Et je dirais que, quelque part, je pense que ça a apaisé les gens. Ça m'a apaisé de les écrire et ça a apaisé les gens de les lire parce que ça donnait du sens. Oui, et puis ça nourrissait donc justement les journalistes qui voulaient ne pas faire que du spectacle avec ça. Et donc là, on a ce que j'appelais le cas de conscience, y aller ou pas. Bon, de toute façon, si vous êtes en guerre, vous montez au front, mais vous pouvez aussi choisir vos armes et vos moments. Donc là, il y a évidemment, et sur la durée, et pour ne pas s'épuiser, c'est aussi une question, je dirais, c'est le cœur de la guerre, hein, ne pas épuiser toutes ses ressources d'emblée. Vous deviez sans cesse arbitrer entre y aller ou pas sur tel ou tel plateau avec tel ou tel. Si vraiment vous entendez sur une chaîne d'information continue trop de bêtises ou d'approximations, peut-être que vous avez envie de monter au front, mais jusqu'où on va? J'imagine que c'est après coup qu'on sait que c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. On tente, ça marche pas. On apprend à faire. Alors, je savais déjà un petit peu faire quand même. Je pense que ça m'a aidé. Il y a des compétences qui ont été acquises depuis 2010, 2014, qui font que je n'étais pas complètement... Donc vous aviez quelques repères, vous saviez que sur telle chaîne il ne faut pas y aller, avec un tel il ne faut pas y aller. J'avais des repères et j'avais aussi une sorte de savoir-faire, pareil, un peu artisanal qui s'était installé. Je sais quelles sont les longueurs de phrases qu'il faut avoir pour la radio et les longueurs qu'il faut avoir pour la télé. Je sais qu'ils attendent la phrase qui pourra faire office de formule reprise, et quelque part au bout d'un moment, elle vient, on sait qu'elle va venir et elle vient toute seule sans qu'on l'ait prémédité, etc. Mais c'est vrai que pour moi, il reste un certain nombre de lignes rouges. De lignes rouges que je décide en amont ou que je décide dans le feu de l'action. Et il vaut mieux les connaître d'emblée, quoi. Exactement. Il vaut mieux avoir sa ligne de conduite. Donc pour vous, c'est quoi? Alors, j'ai une ligne rouge qui est de ne pas faire de recommandations et de porter le moins de jugement de valeur possible. C'est-à-dire que lorsqu'on me pose la question est-ce que nos pays en font assez ou pas assez? Est-ce qu'il faut armer l'Ukraine? Est-ce qu'il faut armer l'Ukraine ou pas? Ça, je réponds immédiatement que je ne suis pas compétente à ce sujet. Donc, je considère que ce n'est pas du tout mon rôle. Après, j'ai une autre ligne rouge qui est la ligne rouge du commentaire. Et ça, c'est un peu plus délicat. C'est-à-dire qu'on me sollicite la plupart du temps pour donner un commentaire des événements en cours. Et là, je considère que si il s'est passé véritablement quelque chose
qui peut brouiller la compréhension, qui nécessite un décodage, pour lequel il faut injecter un petit peu d'informations pour que le tableau s'éclaire, là oui. Mais si c'est juste pour voyez, comme récemment, avant, puisqu'on enregistre, voilà, je ne sais pas quand, ce ne sera plus récent, peut-être quand l'émission sera diffusée, mais les explosions sur le pont de Crimée. Vous voyez, quand on me demande pourriez-vous faire un commentaire sur l'explosion du pont de Crimée, je considère que ça n'a aucun intérêt que je fasse un commentaire sur le sujet. Donc, a priori, ça c'est une ligne rouge pour moi, et j'en ai une troisième. Alors ça, les journalistes maintenant savent, donc ils sont un petit peu plus malins, mais de temps à autre, les programmateurs sont jeunes et ils tombent dedans. C'est lorsque on m'invite comme pro quelque chose ou anti quelque chose. C'est ça. Voilà, donc ça, bien évidemment, représenter une position... position... Vous ne voulez pas être dans un pif-paf, comme on dit, c'est-à-dire voilà. Un coup l'un, un coup l'autre. Exactement. Donc ça, quand j'identifie en fait un plateau qui va être fait dans ce registre-là, généralement, je n'y vais pas. Et puis, on peut se faire piéger aussi. Hein. On peut se faire piéger. Ça vous est arrivé, j'imagine? Bien sûr qu'on peut se faire piéger, mais là aussi l'expérience joue. Oui. C'est-à-dire que voilà, maintenant je sais que je peux répondre. J'ai du répondant, du tac au tac, et voilà, je ne me laisse pas intimider facilement. Mais les journées continuent à faire 24 heures, effectivement, ce qui est un scandale. Oui. Je demande un rallongement à 48, parce que ce n'est vraiment pas... Voilà, tout ça est très difficile, bien évidemment. Alors, justement, je disais tout à l'heure que, voilà, on avait fait un petit bout de chemin ensemble, parce que, à l'issue, justement, de cette histoire, je crois que c'était le 6 mars, nous avons fait ensemble une émission sur France Inter, en direct, sur l'Ukraine. Il y avait Yulia Shukhan, dont vous avez parlé, il y avait Sabine Dulin, et on avait travaillé ensemble cette question. Vous aviez parlé de vos sujets de recherche à ce moment-là, et puis j'avais continué à vous suivre, et c'est à un moment qui est un moment d'une certaine manière un peu, là encore, un entretemps. Je ne sais pas, ça devait être 2 mois plus tard, où tous les éditeurs ont commencé à paniquer en disant bon, ben, il y a une rentrée, là, il y aura là encore la guerre, il nous faut des livres. Voilà. Et je vous avais contacté en disant j'ai un sale boulot à faire, c'est vous demander un livre qui serait votre livre, qui serait le livre voilà, d'une chercheuse en sciences sociales, mais embarquée, exactement comme ce que vous avez dit. Vous avez bien des raisons de dire non, mais au fond, ça serait une façon de loger un entretemps dans l'entretemps, et c'est ce livre « Jamais frère ». Oui, en effet, que je ne me voyais pas du tout écrire. J'ai été sollicitée dès le début de la guerre pour écrire des textes, des articles pour les uns, pour les autres. Et à tous, j'avais répondu non en disant je ne me vois écrire rien du tout. En fait, en ce moment, on est trop pris dans le flot de la guerre. Donc effectivement, vous avez su trouver l'argument qu'il fallait. Et cet argument était que, eh bien, quelques mois plus tard, il y aura encore besoin de décodage. Hein, et que, sans doute, qu'il y avait besoin de structurer les choses, les poser sur le papier pour donner un outil. Et ça, c'était complètement dans ma démarche. Oui. Voilà, c'était dans la suite. C'était dans la suite logique, et j'imagine que ça, quelque part, quelque chose avait mûri dans ma tête, parce qu'à partir du moment où nous avons eu cette conversation et j'ai commencé à réfléchir sur écrire, mais quoi? C'est comme dans ces films où, vous voyez, il y a une porte médiévale avec plein de petites serrures dans un film de science-fiction. On rentre la bonne clé, on tourne, et puis tout d'un coup, tous les rouages se mettent en place. C'est-à-dire que ça s'est mis en place extrêmement vite. Extrêmement vite, j'ai très vite su que si j'écrivais quelque chose, eh ben en fait, ce serait ça. Ça s'appellerait Jamais frère, et le plan du livre serait tel ou tel. C'est-à-dire qu'il a fallu, je pense, il m'a fallu 48 heures pour que le livre soit écrit dans ma tête avant d'être posé sur le papier. Ce qui vous a permis, à la rentrée, enfin depuis la rentrée, de parler d'autre chose que de l'actualité de l'Ukraine, de la guerre, mais de l'actualité de votre livre. Donc une manière aussi de poser un regard voilà, de sociologie politique, le vôtre, de longue durée. Donc vous traitez le rapport entre l'Ukraine
et la Russie quant à l'histoire, quant à la langue. Et donc, c'est une façon aussi de vous donner un peu du temps, si j'ose dire. Pas de profiter de la situation, mais de vous donner du temps de pensée, de réflexion. C'est vrai que c'était une manière de remettre tout ça dans un... non pas dans un ordre, mais dans quelque chose qui fasse sens, de donner des éléments, de donner des clés qui permettent de rendre moins absurde ce qui est en train de se passer. Alors ça, c'est un commentaire que font les journalistes qui ne savent pas qu'ils vont se faire taper dessus par les Ukrainiens. Oui, mais cette guerre absurde. Non, cette guerre n'est pas absurde. Oui. Cette guerre n'est pas expliquée par un conflit qui aurait préexisté dans les sociétés russes et ukrainiennes, mais l'histoire de ces sociétés, et moi je ne remonte qu'au XXe siècle, leur évolution sur les 30 dernières années et ce qui s'est passé depuis 2014 ont rendu cette guerre possible et expliquent un certain nombre de ces développements. Donc c'est vrai que ça m'a permis de faire ça, de mettre tout ça au clair. Ça m'a permis aussi, et ça c'est peut-être, voilà, c'est moins explicite, mais ça faisait complètement partie du projet, de revenir sur un certain nombre de clichés que nous avons en France qui sont nombreux, alors sur la société russe et sur la société ukrainienne. Nous en avons plus sur l'Ukraine parce que c'est un pays qui a été un peu un désert sur nos cartes mentales, mais sur la Russie également, il y a beaucoup de choses en fait, voilà, beaucoup d'idées sur lesquelles on peut revenir. Donc c'était, voilà, il y avait ce double objectif. Il y avait l'objectif de rassembler ce qui pouvait être utile pour comprendre la guerre. Et puis, il y avait aussi l'idée de donner un certain éclairage sur des thèmes sur lesquels nous nous méprenons. Et il se trouve que ce sont ces thèmes qui sont mobilisés aujourd'hui par le pouvoir russe pour conduire la guerre et pour nous convaincre et pour convaincre sa population. Et par exemple, vous, évidemment, ça continue. C'est-à-dire que le livre, voilà, vous l'écrivez à un moment donné, vous faites en sorte qu'il ne se périme pas, ce n'est pas un livre d'actualité, c'est un livre de réflexion qui rassemble, voilà, déjà tout votre travail, et pas seulement le vôtre, aussi un travail collectif auquel vous rendez constamment hommage. Mais justement, ce qu'il y a de formidable avec ce livre, je trouve, encore une fois, on parle moins de lui que du making-of, que de votre rapport à lui, c'est que ça donne une position, ça donne une direction. Je ne dis pas que ensuite, ça permet ensuite de continuer à lire au fil Twitter, par exemple. Quand on apprend, il y a quelques jours, que le prix Nobel de la paix est donné en même temps à Mémorial, à un dissident biélorusse et au Centre des libertés civiques. C'est ça qui est une ONG avec laquelle vous avez travaillé d'ailleurs en 2014. C'est comme ça que commence le livre. Tout le monde dit « formidable, c'est la fraternité ». Votre livre s'appelle « Jamais frère, point d'interrogation » et tout de suite sur Twitter, vous dites « je suis désolé, c'est très mal perçu en Ukraine parce que c'est la guerre et parce qu'on ne peut pas mettre, même si effectivement on a tous énormément d'admiration pour Mémorial, non, il ne s'agit pas d'une fraternité brisée par la guerre. Il s'agit justement d'une... C'est encore plus terrible que ça. C'est-à-dire que vous lire est quand même... c'est pas désespérant, c'est pas décourageant, mais c'est... ouais, c'est pas civil, quoi. Voilà, c'est pas confortable. Même non. Sur cette histoire de prix Nobel de la paix, par exemple. Effectivement, et c'est vrai que ce décalage-là est aussi un décalage que l'on retrouve entre les perceptions russes de ce qui est en train d'arriver et les perceptions ukrainiennes de ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que, en l'occurrence, la réaction des Russes, je dirais, sensibles aux idées d'opposition, à l'intérieur de la Russie, l'information sur le Nobel a peu circulé, mais ceux qui sont les opposants se réjouissent de ce prix Nobel qui couronne pour eux des opposants à des régimes oppresseurs. Et dont il faut dire quand même que la suppression de Mémorial
était d'une certaine manière le premier acte de la guerre. Absolument, absolument. Élément énonciateur, premier acte de la guerre. Voilà, une attaque contre l'histoire qui était indispensable pour une attaque contre le pays au nom de l'histoire. Mais je dirais, ça montre aussi à quel point la lecture de ce qui est en train de se passer est différente côté russe et côté ukrainien, y compris parmi ceux qui s'opposent à la guerre. C'est-à-dire que d'un côté, pour les uns, pour les Russes, eh bien, pour les Russes d'opposition, c'est le pouvoir qui est responsable. Il y a des responsabilités individuelles, mais en amont de cela, eh bien, il y a deux peuples frères. Ça, on le retrouve beaucoup encore chez les Russes, alors que chez les Ukrainiens, ceci est aboli. Cela fait partie même de l'acte de guerre, c'est-à-dire le présupposé de fraternité et ce qui a rendu possible cette guerre. Il est en soi oppresseur, il est en soi un écrasement de l'Ukraine, et donc on voit que cette différence de lecture, voilà, elle est bien plus profonde qu'on l'aperçoit ici, et ça pose aussi la question de la difficulté de penser la suite. C'est-à-dire quand on a, y compris ceux qui sont en apparence du même côté du front, qui ne comprennent tellement pas de la même manière ce qui se joue dans la guerre, eh bien ça va être compliqué pour eux de se parler. Et donc c'est difficile pour vous parce que vous êtes dans le mauvais rôle, vous allez dire « bah non, désolé ». C'est pire que vous le pensez, en fait. C'est pour ça que votre livre s'appelle « Une tragédie post-soviétique ». Ce qui est tragique aussi, c'est l'écart, oui, qui se creuse, bien sûr, entre ces deux sociétés, ces deux nationalismes, mais c'est aussi l'écart qui se creuse entre notre compréhension, pas la vôtre, qui est spécialiste, mais la compréhension moyenne de l'Occident et la réalité des phénomènes, puisque vous dites, au fond, bah, c'est difficile d'être contre, on voit bien, c'est très civil, encore une fois, je reprends votre argument de distribuer 3 Nobel, un en Russie, un en Biélorussie, un en Ukraine, on voit bien pourquoi on le fait, ça part d'une tellement bonne intention, mais au fond, ce qui est tragique, c'est que ça conforte l'idée que les pouvoirs sont méchants, mais rassurons-nous, la société, elle, et fraternelle, mais non. En effet, non. Et effectivement, c'est vrai que c'est ce que j'essaie de décrire dans la dernière partie du livre, qui parle de la guerre depuis 2014, mais qui essaie de donner ce sens-là aux événements, de comprendre non pas ce qui se joue sur le front, non pas ce qui se joue sur les jeux d'influence sur les territoires de l'Est, de l'Ukraine ou de la Crimée, mais de ce qui se joue entre les sociétés, et que en fait la rupture a cessé d'être uniquement politique depuis 2014 pour s'approfondir de plus en plus. Et je dirais, chaque action successive du pouvoir russe la rend encore approfondie aujourd'hui la rupture. Oui. Par exemple, récemment, les mères de soldats que je connais bien parce que ça fait des années que je travaille avec elles et sur elles, même si ça fait bizarre de dire ça, ont repris du service avec la mobilisation, et donc essaient de renseigner toutes ces personnes qui vont être mobilisées de force, alors que pour certaines, eh bien, elles n'ont pas, la base légale n'est pas là, elles ne sont pas mobilisables, qui vont être raflées, et je mesure la force du terme, qui vont être emmenées comme de la chair à canon sur le front. Donc, essayer de tirer ces hommes de cette situation. Et lorsque je partage les informations là-dessus sur des différents réseaux sociaux où je suis, ça provoque une très grande douleur des Ukrainiens, qui voient l'action des mères de soldats aujourd'hui non pas comme une défense de droits de personnes et non pas comme une protestation contre la guerre, mais au contraire comme un soutien à la guerre. C'est-à-dire, au lieu de s'opposer au pouvoir, au lieu de faire capoter la mobilisation, les mères de soldats rendraient la mobilisation plus rationnelle, plus légale, plus acceptable. Et donc, je comprends totalement leurs arguments, je partage leur douleur, et je comprends totalement ce que sont en train de faire les mères de soldats, et je partage leurs préoccupations également. Donc c'est vrai que cet équilibre-là, c'est celui dans lequel je suis depuis le mois de février. C'est un livre, et on en terminera peut-être par là, Anna Colin-Lebedev, c'est un livre, c'est quand même un plaidoyer pour les sciences sociales, en action, dans le feu de l'action, sans s'apitoyer, on l'a compris, sur le sort de celle qui le subit malgré tout. Et
l'impression qu'on en garde, c'est que le savoir est évidemment nécessaire, qu'il éclaire, mais qu'il ne nous rassure pas, qu'il n'est pas pacifiant, en fait. C'est un livre qui est de bonne méthode, mais qui n'est pas... Il n'y a pas beaucoup de bonnes intentions. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, vous avez dit aguerri, on en revient là. On en sort avec voilà, un sentiment tragique de l'histoire qui s'en trouve aiguisé. Il ne propose aucune recette de paix. Voilà. C'est certain. Il raconte des peuples meurtris, des hommes et des femmes meurtris, non seulement aujourd'hui, mais je dirais par générations successives. Hein. Il raconte aussi des logiques de long cours qui n'avaient pas à amener vers la guerre, mais qui, une fois une fois que la guerre est installée, vont avoir un impact très lourd. Je pense qu'il annonce aussi des générations très difficiles à venir en Russie comme en Ukraine. Je suis très inquiète pour les deux sociétés. La société ukrainienne aujourd'hui est portée par son combat, mais elle ne peut ressortir que meurtrie d'une telle guerre. La société russe... Est-ce qu'elle peut être sauvée par l'Ukraine, comme le disait Andrei Markovitch? Andrei Markovitch donne de l'espoir et c'est formidable. Moi, je vois se réactiver des traumatismes générationnels que l'on pensait apaiser, dont on pensait peut-être libérer les générations à venir, et malheureusement, ce ne sera pas le cas, en tout cas pour les générations que nous observerons. Vous voyez, c'est un livre que j'ai écrit sans penser à demain, bien évidemment, en me disant que expliquer aujourd'hui était déjà une vaste tâche, et je ne donne que quelques touches d'explication. Je dirais que, vous voyez, quand on me pose la question comment marche le livre, est-ce qu'il a du succès, ce sont des questions qui me gênent terriblement. Je suis vraiment très mal à l'aise. Je ne peux pas me réjouir d'un succès. Je ne peux pas en faire la promotion. C'est une drôle de situation. Mais en tout cas, lorsque j'entends, et ça je l'entends quand même de temps à autre, que ce livre m'a été utile, et c'est vraiment, voilà, je ne l'ai pensé que comme ça. Et cette utilité ne suppose pas forcément un espoir et une projection vers un avenir radieux. Merci, Anna Colin-Lebedev. Merci beaucoup.